Immersion, un podcast des agences de l'eau. Au fil des microplastiques, de la Seine à l'Atlantique Nord. Nous avons rencontré Patrick Dexon, explorateur et chef d'expédition pour l'ONG 7e continent, quelques jours avant son départ pour une nouvelle mission de 6 mois en Méditerranée. Vous avez certainement entendu parler du 7e continent, cette zone où la mer est saturée par des déchets plastiques charriés par les courants océaniques. Chaque année, Patrick Dexon, accompagné d'une équipe de scientifiques, part en expédition observer les conséquences de cette pollution qui menace les écosystèmes marins et la santé humaine. Dans cet épisode, il nous raconte comment il est devenu explorateur. Il nous parle des recherches qu'il mène pour alerter et faire prendre conscience qu'il faut agir maintenant pour l'avenir. Et il nous rappelle également comment on peut faire parler de ses actions à terre. Il nous parle du partenariat de la Seine au 7e continent qui a été mené avec l'agence de l'eau Seine-Normandie. Il nous fait aussi partager l'optimisme qui le guide dans ses missions et ses actions de sensibilisation. J'ai grandi sur l'eau et l'école s'en est ressentie. Je suis un échec scolaire. Donc à un moment donné, je fais partie de la génération où il fallait faire son service militaire. J'avais qu'un CAP de mécanicien en poche, pas grand-chose. Et on m'a proposé de rentrer dans les pompiers de Paris parce que j'étais assez sportif. C'est un métier qui m'a plu parce que c'est un peu l'aventure. On se réveille le matin, on ne sait pas tout ce qu'on va faire. Et j'en ai fait mon métier pendant 15 ans. Mais entre-temps, au bout de 4 ans, quand j'étais à Paris, j'ai été muté en Guyane française. Parce que ce sont les pompiers de Paris qui font la protection de la base de lancement de la fusée Ariane. Et donc j'ai passé quelques années là-bas et je suis tombé amoureux du département. Et donc j'ai décidé d'y retourner et de vivre là-bas. Et donc j'ai quitté ce métier de pompier pour devenir guide en milieu équatorial. J'ai amené des gens pour faire découvrir la forêt amazonienne. Et de fil en aiguille, j'ai amené des touristes et puis après j'ai amené des scientifiques et j'ai même amené des explorateurs. Et c'est comme ça que j'ai pu après rentrer dans la Société des explorateurs français. La forêt amazonienne, on ne peut pas plus s'immerger dans la nature que là. C'est vraiment un terrain de jeu formidable. La nature, elle est luxuriante, elle est abondante, elle est énorme. Puis après, là, c'est pareil, quand on navigue sur ces fleuves qui remontent, qui serpentent dans la forêt, on veut toujours voir ce qu'il y a derrière ce tournant qu'on a devant soi. Et donc, c'est magique. En Guyane, j'avais monté la plus grande course de pirogue. En Guyane, en fin de compte, la pirogue sert à tout le monde, mais il n'y avait pas d'événement autour de cette pirogue. Et donc, j'ai créé les Maîtres de la Pagaie. C'était une course de pirogue où on mettait 12 bonhommes dessus et il fallait faire tout un circuit sur des plans d'eau. Et un jour, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit, voilà, je suis en train de préparer une course qui va partir d'Afrique pour arriver en Guyane. Et on m'a dit que vous étiez peut-être l'homme pour organiser l'arrivée en Guyane. Et quand j'ai su ce que c'était exactement cette course, je me suis dit non, je vais pas être organisateur, je vais être participant. Et donc c'est pour ça que je me suis inscrit à cette fameuse course, qui était une première mondiale, de traverser l'Atlantique à la rame, sans escale, en solitaire et sans assistance. Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire-là. Et le lien, bien sûr, avec le plastique aussi, puisque pendant cette traversée de l'Atlantique, 5000 km à la rame, donc on a le temps de voir le paysage. Et là, j'ai percuté des morceaux de plastique et on pense voir des dauphins, des baleines. Bon, bien sûr, j'en ai vu, mais ça m'a quand même interpellé de voir ces objets insolites. On est quand même à 2000 km des côtes. C'est pas comme si on était sur une plage. Donc effectivement, ça marque. On se dit mince, mais c'est dingue quand on s'en arrivait là, quoi. Et comme je dis souvent, je me suis amusé moi de noter un petit peu tout ce que je voyais sur le parcours. Et je suis revenu avec une liste d'objets assez insolites, des bottes, biberons, etc. Et j'ai voulu savoir ce qui devenait ces plastiques.
Et donc j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai pianoté sur Google et j'ai tapé déchets marins, etc. Et c'est là que je suis tombé sur l'article de Charles Moore qui disait voilà, on est en train de créer un continent de déchets. Waouh, un continent de déchets, c'est quand même pas rien, quoi. Donc je voulais aller voir sur place. Moi, je voulais voir vraiment ce que c'était. Et c'est comme ça qu'a commencé ma première expédition en 2010 dans le GIR du Pacifique Nord. Et c'est là effectivement que on a eu cette chance. J'appelle ça de la chance parce que c'est quand même des phénomènes assez rares où la mer est très 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 plate et il y a plus de vent, il y a plus de vagues. Et là, on a pu voir remonter à la surface toutes ces microparticules de plastique. Et là, on se dit, waouh, ouais, là, ça rigole plus, là, il faut faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'a commencé cette histoire-là, parce que quand je suis rentré, que j'ai dit, ouais, attention, on est en train de remplir les océans de plastique, on m'a dit, mais montre-nous des images. Ouais, mais les images, elles sont pas parlantes. Parce que cette pollution plastique, s'il y a un peu de vagues ou un peu de vent, ces plastiques sont presque un peu entre deux eaux, et puis on voit plus rien. Donc, pas facile de témoigner en image de cette pollution plastique. Et là, je me suis dit, bon, ben non, là, il faut qu'on aille plus loin. Il faut vraiment que j'en fasse un combat et qu'on arrive à être les lanceurs d'alerte parce qu'en France, on était pratiquement, il y en avait pratiquement pas à l'époque. Et donc, voilà, il fallait avertir le monde que ça devenait grave. Ce qui fait réagir les gens, c'est le côté dégueulasse. Voilà, quand on voit des déchets qui passent dans les fleuves ou en bord de mer, on dit ouais, c'est sale, c'est dégueulasse, c'est pas bien. Mais pas que, parce que ce plastique, il a encore d'autres inconvénients. C'est que déjà, il transporte des matières polluantes. Alors, c'est des POP, des polluants organiques persistants, des métaux lourds qui vont être relâchés dans l'environnement. Il y a aussi le phénomène mécanique, hein, on le sait, les tortues, les baleines qui avalent les sachets plastiques, c'est des occlusions intestinales, ça tue 100 000 mammifères par an, 1 million d'oiseaux à chaque fois qu'on souffle une bougie pour notre anniversaire, c'est quand même pas rien. Et puis après, ce plastique, il se fragmente. Et il se fragmente jusqu'en nanoparticules. Quand il est en microparticules, eh ben, il est ingéré par le monde animal. Alors c'est sûr, ça fait pas des occlusions intestinales, mais par contre les polluants s'accumulent dans la chair des poissons et on parle de bioaccumulation et l'homme est en bout de chaîne, on en connaît les conséquences, hein, quand c'est du mercure, tous ces métaux lourds qui sont cancérigènes. Au bout de 10 ans, on commençait à se dire mais où il va ce plastique, parce qu'à un moment donné, à force de faire des prélèvements, on arrivait à une estimation, on trouvait qu'1% de ce plastique. On dit mais il en manque 99%, ils sont. Et là, on s'est dit on va aller voir si il n'y a pas des tailles plus petites. Et c'est comme ça qu'on a découvert que même dans l'océan, le plastique se décompose en nanoparticules. Mais après, la deuxième question, c'est mais où vont ces nanoparticules? Et là, on s'est dit on ne sait pas. Et donc, il y a une équipe scientifique, hein, pareil, du coin de Toulouse, je crois, mais qui est un peu éloigné de la mienne. Ils ont découvert qu'il y avait des nanoparticules de plastique dans la neige, fraîchement tombées. On s'est dit, mais peut-être que ces nanoparticules s'évaporent de l'océan, puisqu'on trouve des nanoparticules dans l'océan. Et ça, c'est nos travaux d'aujourd'hui. Donc, on est en train encore de repartir en mission scientifique, justement pour savoir si ces nanoparticules n'ont pas intégré le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'elles ne retombent pas sous forme de pluie. Elles vont rejoindre l'océan et s'évaporer pour revenir dans les nuages et nous retomber sous forme de pluie. Et là, ça serait un peu dramatique si on arrivait à mettre ça en évidence. Parce que là, pour s'en débarrasser, ça serait un peu compliqué. Donc, il y a encore beaucoup de recherches à faire sur cette problématique du plastique. Et souvent, on me dit, mais pourquoi vous repartez en mission scientifique? On sait qu'il y a du plastique. Oui, on sait qu'il y a du plastique, mais on a besoin de tout connaître, de faire le tour de la question. Et la preuve, je veux dire, si on avait abandonné en disant, oui, il y a du plastique dans les océans, on n'en serait pas là à savoir que peut-être, hein, les nanoparticules sont dans le cycle de l'eau. C'est important, la recherche. D'ailleurs, quand on a fait l'expédition dans l'Atlantique Nord, je m'étais rapproché de l'agence de l'eau Seine-Normandie, justement pour faire une action de sensibilisation. Donc moi, je partais en mission scientifique avec mon équipe au milieu de l'Atlantique Nord. En gros, c'est le triangle des Bermudes.
Et d'un autre côté, j'avais une équipe qui encadrait des jeunes qui allaient descendre tout au long de la Seine pour ramasser les déchets qu'il y avait au bord de l'eau. Tout ça pour leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on habite en bord de mer qu'on va polluer plus que la personne qui habite à Strasbourg ou à Paris ou à Rouen. Parce qu'il faut bien comprendre qu'un déchet plastique, quand il est jeté par terre, il va forcément finir dans l'océan. Ce parcours sur la Seine, c'était très important parce que les jeunes ont pu schématiser un peu ce parcours du déchet. Et c'est là qu'ils disent « Ah ouais, même moi je pollue l'océan, même si j'habite très très loin ». Et donc c'était une prise de conscience importante à faire passer. En fin de compte, si on s'amusait à vider l'océan de la planète Terre, ça représenterait 0,023% de la masse de la Terre. 0,023% de la masse de la Terre. Donc pratiquement rien. Et c'est vrai que quand on l'appelle la planète bleue, oui, elle est bleue, mais c'est comme la peau sur une orange, c'est très fin. Et dès qu'on enlève la peau, elle est plus bleue. Et donc la profondeur moyenne des océans, je crois que c'est 3000 mètres. Donc c'est pas grand-chose, c'est vraiment l'équivalent d'une peau. Et quand on prend l'eau douce, c'est encore moins. Et donc la Seine, c'est encore moins. Même si on pollue un fleuve comme la Seine, il y a un impact dans l'océan qui est énorme. Il faut vraiment faire attention à ces cours d'eau et à en prendre soin. Nous, notre rôle aussi à Expédition 7e Continent, c'est d'aller à la rencontre du public et de faire ces actions de sensibilisation et de montrer vraiment ce qui est réellement cette pollution plastique. Parce que si on reste sur ces images des médias, on se plante, on se met le doigt dans l'œil parce qu'on va financer des projets qui sont pas du tout des solutions. Le terme explorateur, c'est plus on va découvrir un pays ou une tribu. Non, l'exploration au sens large, ça peut être des écrivains, des cinéastes, ça peut être un peu tout le monde. On est tous explorateurs dans l'âme. Et moi, je me vois comme ça. J'ai toujours été plus ou moins explorateur. On a ça dans la peau, donc on va prendre aussi quelques risques pour partir dans des endroits qui sont pas très très fréquentés. Donc c'est ça aussi l'exploration terrain encore de nos jours. C'est partir dans des endroits où peu de gens vont et faire un peu le constat de ce qui s'y passe. Parce que partir dans les gires océaniques, personne n'y va. C'est pas des routes commerciales pour les bateaux. Il n'y a pas de vent pour les voiliers. Donc si on veut vraiment étudier cette pollution, il faut vraiment y aller pour ça. Et donc là, ça devient de l'exploration. Ce que représente l'océan pour moi, c'est la vie. C'est vrai que si on tue l'océan, on tue l'homme. C'est notre ami de Sea Shepherd, Paul Watson, qui le dit. Il n'a pas tort. S'il n'y a plus d'eau sur Terre, l'humanité disparaît. Et comme on le sait, la Terre elle s'en remettra. Je suis pas le seul à le dire. Mais l'homme, non. Donc l'océan, c'est la vie. Et moi, j'ai des enfants et j'ai envie que ça dure. Parce que quand on grandit au bord de l'eau, qu'on construit ses radeaux, qu'on apprivoise des goélands, puis on devient un petit peu le petit sauvage du coin parce qu'on est toujours sur l'eau à naviguer. Ce que je réalise à ce jour, c'est dû à cette enfance sur l'eau. Moi, je suis très optimiste parce que l'homme réagit vite. C'est vrai que je fais partie de cette génération où on a eu tout à outrance, où on s'est gavé pour tout, on a tout pollué, on a tout gâché. Et on s'est vite aperçu quand même que ça avait ses limites et qu'on mettait la planète en danger. Et là, maintenant, il y a cette prise de conscience. On le voit partout dans le monde. Il y a des initiatives pour moins consommer, essayer d'avoir le moins d'impact possible. Tous ces gens qui voulaient faire des sous à gogo, il y en a de moins en moins. Et puis ils en feront de moins en moins parce qu'on a arrêté d'être cons, sommateurs. Et ça, c'est des grands progrès. Donc, je suis assez optimiste parce qu'on y arrivera. Mon papa, il m'a toujours dit, n'essaye pas de mourir riche, c'est difficile. Par contre, mourir heureux, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, je le mets en pratique. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.